AMF, avec le soutien d'EDF, inventons ensemble votre avenir énergétique et la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, présente le 100e congrès des maires de France. De retour en direct au cœur de ce 100e congrès des maires de France. Cette dernière journée de congrès sera bien sûr marquée par le discours du président de la République, Emmanuel Macron, qui arrivera ici, porte de Versailles, aux alentours de 15 h. Il s'exprimera devant les maires dans un grand discours prévu pour durer 1 h 30. Ce sera à partir de 16 h 15 et ce sera bien sûr à suivre en direct sur notre antenne. Mais en attendant, pendant 1 heure, nous allons parler des finances des communes. C'était le thème de la matinée ici lors de ce congrès. Une plénière a eu lieu. Nous en regarderons les meilleurs moments dans quelques instants et puis nous en débattrons à partir de 13 h 30 autour de 4 maires. Et la table ronde ce matin, elle a eu lieu en présence de Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Gérald Darmanin qui pendant près d'1 h 30 a répondu aux questions des nombreux maires présents dans la salle. Je vous propose tout de suite de regarder les meilleurs moments de cet échange. D'abord, il y a un point sur lequel je ne peux qu'être d'accord avec vous, c'est que l'État doit faire plus d'efforts que les collectivités locales. C'est sûr. Alors, il faut aussi qu'on ait un discours de vérité. L'État n'est pas tout à fait des collectivités locales. L'État a des dépenses régaliennes que n'ont pas les collectivités locales et 1/4 des dépenses de l'État sont pour les collectivités locales. Mais il est vrai que le poids dans la dépense publique des collectivités locales aujourd'hui a été non proportionnel à leurs efforts. Et c'est un point sur lequel, je crois que le Premier ministre a eu l'occasion de le dire, nous sommes totalement d'accord. Et c'est pour cela que nous avons proposé, je reviendrai sur les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure, Monsieur le Président, que les efforts de non-dépenses supplémentaires soient à 1/6 pour les collectivités locales, toute administration publique confondue, alors qu'elle représente 1/5 de cette dépense publique. Je le dis d'autant plus que vous devez comprendre qu'il n'y a pas, pour la Commission européenne, pour le Parlement, pour la Cour des comptes, il n'y a pas d'un côté des collectivités locales et de l'autre l'État et troisièmement la sécurité sociale. J'ai l'honneur, la chance et le bonheur d'être le ministre des comptes publics, pas simplement du budget. Et dans les comptes publics, il y a nos 3 versants, comme on dirait dans la fonction publique. Il y a effectivement la totalité de la dépense publique, dont les collectivités locales. Mais je suis d'accord avec vous. Et la norme de dépenses que nous vous proposons, qui est en ce moment en discussion au Parlement, est de 1,2 %. Alors j'y reviendrai. Je voudrais juste vous dire que c'est tout à fait envisageable, même si cela est difficile en tendanciel. Et je sais que c'est très dur de lutter contre un tendanciel. J'ai été maire d'une commune qui connaissait des dépenses tendancielles très fortes, pour plein de raisons, à commencer par sa dynamique d'habitants. Et on y reviendra en termes d'adaptation du contrat. Mais l'année dernière, les dépenses des collectivités, vous le savez, c'était en fonctionnement moins 0,4. Donc on est à 1,6 de différence par rapport au 1,2 qu'on propose. Et l'État, l'année prochaine, aura une augmentation de ses dépenses de 0,5. C'est-à-dire que nous demandons aux collectivités locales de faire 1,2 d'augmentation raisonnée de dépenses et nous imposerons 0,5 à l'État. C'est encore trop. J'aurais aimé faire 0. Vous savez tous que c'est très difficile de lutter contre la dépense publique, surtout lorsque nous sommes habitués à cette dépense. Mais l'effort que fera le gouvernement, et c'est dans le projet de loi de finances, est de 0,5. Alors, revenons sur cette idée de norme de dépenses. Il n'y a pas 150 choix. Je crois que le Premier ministre a été assez clair avant-hier. Soit nous baissons les dotations aux collectivités locales, et nous sommes tous conscients que cette technique a ses limites, et a des limites très grandes. Soit nous essayons de dire collectivement que nous faisons un pari, le pari de la confiance, parce que moi je suis tout à fait convaincu, comme vous l'avez dit dans votre conclusion, que tous les élus de France sont des responsables, et on essaye de ne pas trop dépenser. D'abord, on est convaincu aussi qu'il y a plusieurs types de communes, et qu'on ne peut pas comparer la ville de Paris, la ville de Tourcoing, la ville de Sceaux, et puis des communes de 50, 60, 100 habitants, 2000, 3000, 5000 habitants. Et donc, ce que vous n'avez pas dit, Monsieur le Président, mais ça me permet de le compléter, ce que propose le gouvernement, c'est un encadrement des dépenses pour les 300 plus grosses collectivités. C'est-à-dire pour
la quasi-intégralité des membres de l'Association des maires de France, ils ne sont pas concernés par la cible de dépenses. Il n'y a pas de contrainte. Et il y a dans la loi de programmation des finances publiques, qui est un texte qui n'est pas normatif, qui est un texte sur lequel nous nous engageons, notamment vis-à-vis de la Cour des comptes et vis-à-vis du Parlement et vis-à-vis de la Commission européenne, une commune rurale qui ferait 1,7, 1,8, 1,9 de dépenses, ce ne serait pas dans le cadre que nous souhaiterions mettre en place, mais il n'y aurait pas de mécanisme de correction, il n'y aurait pas de contrainte et il n'y aura pas de baisse de dotation. Donc ce contrat, sur la norme de dépenses, c'est effectivement pour les 300 plus grosses collectivités qui représentent aujourd'hui les 2/3 de la dépense publique. La deuxième des choses que je voudrais souligner, c'est qu'il ne s'agit bien que du fonctionnement. La grande difficulté de la baisse des dotations, c'est qu'elle ne concernait par nature, et ensuite vous avez tout à fait raison sur votre tableau qui est très inquiétant dans la diminution de l'investissement, et chacun a dû le faire et j'ai dû le faire. Ça concerne qu'un encadrement de fonctionnement. Et sur ce point, je voudrais être assez clair parce que je pense qu'il y a un hiatus et sans doute est-ce la faute du gouvernement qui ne l'a pas assez bien expliqué. Il n'y a pas de contrainte sur le ratio d'endettement. Je voudrais arrêter quelques secondes. L'année dernière, l'État m'a retiré, moi, ville de Tourcoing, ville de 94 000 habitants, et c'est assez simple, 100 millions d'euros de budget de fonctionnement, donc les pourcentages sont clairs, m'a retiré 400 000 euros de DGF. Et pourtant, j'ai une masse salariale qui a augmenté et qui a augmenté fortement, parce qu'il y a eu le point d'indice, c'était 0,6 dans mon budget, parce qu'il y avait le GVT, et parce que je ne maîtrise pas un certain nombre de dépenses, notamment liées à mon augmentation de population. J'en maîtrise comme vous quelques-unes, je ne maîtrise pas tout. Cette baisse de DGF m'a contraint à baisser mon investissement si je voulais améliorer mon autofinancement, pour éviter d'avoir recours à une dette, et j'étais dans une commune qui connaissait et qui connaît encore beaucoup de dettes, même si elle diminue. Ce que va me proposer l'État si j'étais resté maire de Tourcoing, ce n'est pas de baisse de DGF, nous gardons l'intégralité des dotations aux collectivités locales, après il y a des péréquations, j'y reviendrai, mais l'intégralité pour la première fois depuis 2010, il n'y a pas de baisse de dotation, et donc je gagne mes 400 000, ou en tout cas je ne les perds plus, et sur mes 100 millions, on me propose de dire quoi? Je n'ai pas le droit de faire, puisque je suis dans le contrat à 94 000 habitants, 1,2% de dépenses supplémentaires. Donc j'ai le droit de passer de 100 millions à 101,2 millions de dépenses. Sur ces questions, il n'y a pas, si j'ose dire directement, de joue sur l'investissement. Vos ratios que vous évoquez, ce n'est pas un retour de la tutelle. Je comprends pourquoi vous le questionnez comme ça et ça mérite d'être précisé. Il n'y a pas d'encadrement. D'ailleurs, la loi ne le précisera pas, puisque c'est dans la loi de programmation qui est une loi, entre guillemets, d'engagement. Et il n'y a pas de contrainte en temps pour revenir à un ratio d'endettement dont vous avez d'ailleurs très justement relevé qu'il existait déjà, et les préfets font déjà des lettres d'observation aux élus lorsqu'ils dépassent 12 ans, par exemple, d'endettement pour les communes. En ce qui concerne la dette, cela a été excellemment dit, le poids de la dette du bloc local, c'est 4,5%. Si on doit faire un effort, on est prêt à discuter sur cette notion de dette et des 4,5% que nous représentons. En ce qui concerne le déficit, vous savez tous les uns et les autres que nous n'en générons pas. Bien au contraire. En 2016, j'ai là les chiffres du rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale que personne ne conteste. Je regarde en même temps les directeurs d'administration centrale pour être sûr. Nous avons au contraire, en ce qui concerne les collectivités territoriales, dans leur ensemble, généré 4,2 milliards de capacité de financement. Ça veut dire que la dépense a été certes évolutive, mais que dans le même temps, nous avons été capables de générer les marges qui nous ont permis d'investir et en tout cas de sauver ce qui pouvait l'être en termes d'investissement. Dans le même temps, l'État, lui, a continué d'augmenter son déficit. Et si le déficit de la France a baissé dans les comptes 2016, c'est uniquement grâce à l'effort des collectivités territoriales. Je crois qu'il faut que ça soit dit et il n'est pas normal que ça ne soit pas pris en compte. Alors, deux autres points, on me demande d'être très rapide, mais le sujet est un peu complexe, donc parfois il demande quelques développements pour ne pas être sommaire. Vous avez dit, Monsieur le Ministre, que tout cela ne concernait que les 319 ou 600 ou 800. C'est pas ce que nous a dit le Premier ministre, je suis désolé.
Il nous a dit les autres ne sont pas dans un schéma contractuel. Par contre, nous constaterons l'évolution et si l'évolution spontanée n'a pas été inférieure à la norme de 1,2, alors nous prendrons les mesures nécessaires en 2020. Je cite très exactement ce qu'a dit le Premier ministre. Donc il n'est pas vrai de dire que l'immense majorité d'entre nous ne serait pas concernée par la contractualisation. On nous demande simplement de la faire spontanément. Et si nous ne la faisions pas spontanément, alors nous serions rattrapés par la patrouille en 2020. Ça s'appelle une menace, pour ne pas dire un chantage, et ça, c'est pas acceptable. Enfin, dernier point sur l'ATH. Vous savez, je me souviens avoir combattu la suppression de l'ATP. On nous disait c'est un impôt imbécile. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, François Mitterrand, qui le premier l'avait dit. Et j'avais répondu à l'époque, c'est d'ailleurs dans l'exposition qui est ici, remplacer un impôt imbécile par plus bête encore n'est pas vraiment la solution. Eh bien, je dis aujourd'hui que supprimer l'ATH, alors qu'on ne sait pas par quoi elle sera remplacée, n'est pas la bonne solution. Vous avez raison de dire qu'il faut une véritable réforme fiscale. Vous avez raison de dire qu'on devrait s'interroger sur ce qu'est un impôt juste. Mais excusez-moi de vous dire qu'il vaudrait mieux commencer par la réflexion et à l'issue de la réflexion, faire la réforme, plutôt que de tailler dans le gras de nos ressources pour dire ensuite nous verrons et nous ferons peut-être une réforme pour trouver enfin le Graal, c'est-à-dire l'impôt juste. Alors, le micro fonctionne de ce côté, vous vous présentez s'il vous plaît. Bonjour, Marie-Hélène Herry, maire de Saint-Malo-de-Baignon dans le Morbihan, une commune de 517 habitants. Moi, je voudrais vous interpeller, monsieur le ministre, sur la suppression de la taxe d'habitation et l'injustice qu'elle représente. En effet, je suis maire d'une commune qui a été extrêmement bien gérée par mes prédécesseurs, avec une dépense publique qui est très faible. Nous l'avons encore réduit depuis 3 ans suite à la baisse de DGF, mais là, nous sommes arrivés plus qu'à l'os, à la moelle. Et pour autant, maintenant, la taxe d'habitation va être supprimée, alors que nous avons une taxe d'habitation très faible. Si dans les années à venir, nous avions des difficultés, nous avions la possibilité d'augmenter légèrement cette taxe d'habitation très faible, demain, ça ne sera plus le cas. Je trouve extrêmement injuste, puisqu'aujourd'hui, c'est l'impôt de l'État qui va financer ce dégrèvement, entre guillemets, de taxe d'habitation. Il sera important dans des communes qui avaient des taux et des valeurs locatives élevées, et il sera très bas dans des petites communes rurales aux valeurs locatives faibles et aux taux très bas. Je veux dire à Madame le maire que la justice que vous décrivez, elle est aujourd'hui le cas. C'est aujourd'hui le cas entre communes. Il y a des communes qui ont la chance d'avoir beaucoup de personnes qui payent la taxe d'habitation, et il y a des communes qui ont moins la chance, et qui parfois se tapent aussi la centralité, et donc doivent avoir des impôts élevés. Dans ma commune, il y a déjà 60% de gens qui sont exonérés de la taxe d'habitation, alors que j'ai les charges de centralité, et que les communes à côté ont beaucoup plus d'habitants, parfois 70% de gens qui payent la taxe d'habitation, et donc quand ils augmentent les impôts, par exemple, ils ont plus de recettes fiscales, qui est portée sur plus de monde, et par ailleurs, ils n'ont pas les charges de centralité. Mais là où je voudrais dire, Madame le maire, qu'on peut être d'accord, c'est qu'il y a une liberté des taux. Le maire pourra toujours augmenter les taux l'année prochaine. Il n'y a aucun problème. Les taux seront maintenus. Alors, et pas simplement pour les 20%. Ils seront maintenus pour l'intégralité des contribuables. Et ça, c'est quand même un sujet. Alors ensuite, que vous me disiez, il faut revoir les valeurs locatives, je vous ai dit à quel point les choses étaient difficiles, à quel point elles étaient justes, parce que ça fait plus de 40 ans que personne ne l'a fait, qu'il faudra sans doute revoir, quand on réfléchira à la fiscalité, à une révision, notamment dans le cadre de la taxe foncière. Mais laissez-moi vous dire que je partage votre opinion. Simplement, cette injustice, elle existe déjà entre collectivités. Et ce n'est pas parce qu'elle existe et qu'il risque d'en avoir une autre si on travaille mal qu'il ne faut pas la changer. Alors, je suis bien d'accord avec vous là-dessus. La différence, quand même, c'est que cette injustice, elle est portée maintenant par l'État et que c'est nous tous qui sommes contributeurs des finances de l'État qui sont ensuite redistribuées. Pour votre information, c'est 46 000 € que je récupère de taxes d'habitation, 42 000 de taxes foncières non bâties. Je n'ai pas d'école, mais
je paye les autres communes, puisque nous avons un certain nombre d'enfants sur ma commune, et le budget pour les écoles est à peu près de 42 000 €, c'est-à-dire l'intégralité de la taxe foncière bâtie aujourd'hui. Donc, vous le dites, effectivement, on peut augmenter les taux, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, alors par exemple, si je prends ma commune, nous avons les taux les plus bas de tout le canton. Je l'augmente, ça veut dire que les Malouins vont demain payer des impôts, alors que les communes d'à côté, hein, j'ai rien contre elles, hein, on est bien d'accord, qui ont des taux d'impôts plus élevés et qui vont récupérer de la part de l'État beaucoup plus d'argent, elles n'auront pas augmenté. Excusez-moi, mais je ne peux pas accepter d'entendre ça. Madame le maire. Alors, on va peut-être éviter le dialogue. J'entends que vous ne puissiez pas comprendre ça, puisque ce n'est pas tout à fait ce que j'ai souhaité dire. Je voudrais vous rappeler que vous aurez la même recette l'année prochaine. Elle sera dynamique par rapport à même si vous aviez des habitants supplémentaires ou des locaux supplémentaires. Donc vous n'aurez pas de difficulté de recette. Je comprends vos dépenses et je comprends votre bonne gestion, mais il n'y aura pas de différence de recette entre ce que vous rapporte aujourd'hui la taxe d'habitation et ce que demain l'État va vous donner. Vous avez raison de dire que c'est la nation qui va contribuer à cette redistribution. Et il n'y a pas de surprise puisque ça a été un débat électoral tranché par le peuple, me semble-t-il. Mais il n'y aura pas de difficulté et il n'y aura pas de conséquences si vous augmentez les taux. Ce n'est pas parce que vous aurez des recettes en moins. Vous aurez les mêmes recettes et elles seront dynamiques, d'où l'intérêt du dégrèvement. Voilà pour les meilleurs moments de cet échange entre Gérald Darmanin et les maires. Un échange qui avait lieu ce matin en tout début de matinée ici au Congrès. Gérald Darmanin a ensuite dû quitter ce Congrès des maires pour se rendre au Sénat où débute ce matin l'examen du budget, ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde. Néanmoins, les maires, ils ont continué à faire part de leurs inquiétudes, à exprimer leur colère, à faire passer leur message au ministre malgré son absence. Je vous propose d'écouter ce qu'ont dit certains d'entre eux. C'est une sélection d'Alexandre Poussard. Oui, bonjour. Henri Octave, maire de Gandrange, ex-ville sidérurgiste de Moselle, ex depuis 2009, après que le milliardaire indien de l'acier Mittal ait arrêté l'acierie. Elle a été visitée par tous les présidents en exercice. Elle a fini d'être sous les feux des projecteurs et maintenant on n'en parle plus. Je tenais à en parler pour vous dire qu'avec la baisse de DGF, tout allait bien jusqu'à peu près 2014, où nous avions au départ 458 000 € de DGF. Nous sommes descendus à 217 000 avec le reversement de la part salaire à la communauté de communes. Et pour faire court, nous sommes arrivés en 2016 à 44 600 €. Et cette année, on nous a retiré encore, comme chaque année, plus de 80 000 €. Nous sommes arrivés à zéro et même moins 39 000 €. Alors, j'ai bien entendu le ministre qui nous dit on ne baissera pas la DGF. Comment il ferait pour la baisser chez nous? Ceci étant, simplement pour dire que nous venons de déposer un recours contentieux au tribunal administratif contre l'arrêté du préfet par rapport à cette DGF négative qui concerne aussi 15 communes de Moselle et une intercommunalité. Alors, je vais aller tout de suite à la conclusion. Baisse de DGF, augmentation du FPIC. Je vous disais une ville de 3 000 habitants, le FPIC, 137 000 € que nous payons, parce qu'on est encore considéré, soi-disant, comme une commune riche. On n'a droit à rien en termes de DETR, on n'a rien. Le potentiel fiscal, pour l'instant, n'est pas réappliqué, parce que je crois savoir qu'il y a 2 ans de latence. Donc 137 000 de FPIC, et l'industriel Mittal, qui est en train de déconstruire son aciérie depuis la fin de l'année 2016, eh bien, ça aboutit pour nous, sans que qu'on ait été prévenu, à une baisse de 247 000 € de foncier bâti, ce qui fait qu'avec tout ça, nous nous retrouvons avec tous les efforts que nous avions faits justement pour récupérer de l'argent en fonctionnement et pouvoir investir, eh bien tout ce que nous avons fait ces dernières années est réduit à néant et on ne sait pas comment on va équilibrer notre budget cette année. Voilà la situation d'un territoire, voilà la situation d'une ville d'à peu près 3 000 habitants. Merci de ce témoignage éloquent. On le poursuit avec vous, monsieur. Oui, merci. Donc Patrick Jean, maire de Pontarlier, président des maires du Doubs. Moi, je n'attends pas de réponse. Je vais vous dire, je suis surpris et choqué de l'attitude du ministre. C'est pour moi un manque de reconnaissance, un manque d'intérêt pour les élus qui sont ici rassemblés. À ma connaissance, la date du congrès est connue depuis plusieurs mois.
Avec un peu de concertation avec les équipes du Sénat, il aurait peut-être été possible que le ministre des Comptes publics, qui sait que tous les jeudis matins de chaque congrès, il y a le débat sur les finances, soit présent pour écouter ce qui se passe sur le terrain. J'ai l'impression que depuis le début du congrès, on nous lit une histoire qui n'est pas celle que nous vivons sur le terrain. Nous n'avons pas le même livre sur nos tables de chevet entre le gouvernement et ce que vivent les élus locaux. Nous sommes à l'asphyxie. Quelques exemples. Le FPIC, je ne reviens pas sur la péréquation horizontale. Ma collectivité est passée de 57 000 € à 1 100 000 € de FPIC. Plus de 1000% d'augmentation en l'espace de 5 ans. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est gérable? La taxe d'habitation, quoi qu'on en dise, c'est une perte dans l'autonomie financière et fiscale des collectivités, puisqu'on va perdre sur le dynamisme des bases, même si on nous dit que, j'ai toujours pas bien compris d'ailleurs, et personne n'est capable d'expliquer cette histoire d'augmentation des taux du dégrèvement. Est-ce que le dégrèvement sera sur une base fixe 2017 ou est-ce que la base des 80% évoluera en même temps qu'on appliquera l'augmentation des taux? C'est pas clair du tout. Toujours est-il que je crains un impact négatif de cette décision. On cherche à ce que les logements dits sociaux ou à loyer modéré soient mieux répartis. Quelle va être la motivation des collectivités aujourd'hui pour accueillir de nouveaux logements dits à loyer modéré, alors qu'il n'y a pas d'automatisme, mais quand même, la plupart des personnes qui y résident sont dans les seuils qui les exonèrent ou les dégrèvent de la taxe d'habitation. Donc feront peser, entre guillemets, non pas les personnes, mais le fait qu'ils soient dégrévés, un risque pour les finances locales. Et puis dernière chose pour être rapide, j'aurais voulu dire à Monsieur le ministre, mais j'attends pas de réponse puisqu'il n'est pas là, que c'est quand même assez fort de café de justifier et d'argumenter le fait que l'État fera plus d'efforts que les collectivités en disant « mais vous savez, nous on fait 0,5% d'augmentation, vous on vous autorise 1,2 ». Mais ça a été dit par plusieurs des collègues. Le 0,5, il le fait comment? L'État, pas Monsieur le ministre bien entendu. Il le fait par des transferts de compétences. Il le fait par des transferts de charges sans compensation vers les collectivités. Je l'avais dit il y a 3 ou 4 ans à Christian Eckert. Donc c'est facile de dire que l'État fera 0,5 pendant que nous on fera 1,2. C'est parce qu'il nous transfère des charges sans transfert de recettes. Je l'avais dit à Christian Eckert il y a quelques années, l'État est en train de faire passer le singe de la fiscalité des épaules de l'État sur l'épaule des collectivités. Eh bien c'est fait, parce que demain, celui qui devra compenser la baisse de ses recettes, qui ce sera? Ça sera nous, les élus locaux, qui allons fermer des services, augmenter des cantines, fermer des piscines. Et vers qui se tourneront les habitants? Vers nous. Et on n'aura aucune réceptivité pour faire comprendre qu'on n'est pas responsable. Non, nous serons responsables. Voilà ce que j'aurais voulu dire à Monsieur le ministre. Donc, je demande à l'AMF de ne pas transcrire ça sur sa boîte mail parce que j'attends pas de réponse. Merci. On poursuit avec Jean-Louis Puisségur. Jean-Louis Puisségur, 900 habitants dans les Pyrénées. J'aime bien ta phrase, André Léniel. L'État nous flatte et nous fait les poches. C'est pas de moi, hein. Je ne vais pas stigmatiser les grandes villes du tout, mais effectuer quelques comparaisons. Voilà, Monsieur le Président de la Commission des communes et territoires ruraux. Il faut le rappeler pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier après-midi. Merci à vous. Dans les bases, la moyenne des bases de taxes d'habitation par logement dans nos petites communes va de 1500 à 2500 €. Multiplié par peu de logements, avec un taux que nous maîtrisons du mieux possible, le produit est faible. Et même si nous augmentons les taux, nous n'aimons pas le faire, le produit restera faible et le différentiel peu élevé. Je vais prendre des bases moyennes par logement à Paris. La moyenne est de 4 300 €, multipliée par 1 273 000 logements. Donc, le taux de la taxe d'habitation est très faible à Paris. Sur la DGF, 60 € par habitant environ dans nos petites communes. Une grande ville que je ne cite pas, 600 000 habitants. 140 € par habitant. Donc nous ne réclamons pas de la solidarité. Nous réclamons de l'équité entre les citoyens et nous disons à l'État, réforme de la DGF, réforme de la fiscalité locale, vite. Merci à vous. Merci. À vous, monsieur. Bonjour, Marc Petit, maire de Firminy et conseiller départemental de la Loire.
Et d'ailleurs, en tant que conseiller départemental de la Loire, je suis maire d'une commune de 17 100 habitants avec des communes rurales. J'aimerais dire aux quelques collègues parfois, qu'on soit commune rurale ou urbaine, on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Et on a intérêt, je pense, d'être unis, ensemble, au niveau de l'AMF, parce que je crois, hormis quelques communes, et j'aime bien votre expression, on est tous à l'os. J'aimerais revenir surtout sur 2 points qui m'inquiètent beaucoup. Les contrats aidés. Le Premier ministre a osé nous dire mardi que les contrats aidés ne doivent pas servir à faire fonctionner les services publics. On est d'accord. Mais comment on fait quand on a subi autant de baisses de dotation globale de fonctionnement? On ne peut pas, on n'y arrive plus. Et en plus, au niveau des associations, c'est la remise en cause d'activités et risque de services publics. Donc, non seulement on a eu ces réductions, mais si en plus on supprime 1/3 des contrats aidés, ça va être des services publics, non seulement au niveau de nos collectivités, mais au niveau des hôpitaux publics. Comment va-t-on faire? Donc merci à l'AMF de continuer à monter fortement au créneau là-dessus. Deuxième point, j'aimerais l'évoquer, qui ne concerne pas forcément toutes les villes, mais j'ai 44,5% dans ma ville de logements sociaux. Il y a un projet aujourd'hui mené par le gouvernement qui est plus qu'inquiétant. Pour vous dire, la Fédération nationale des OPH parle de projet mortifère, où on aurait, si la baisse des APL de 50 à 100 € par mois, avec obligation pour les bailleurs sociaux de compenser, une situation dramatique. Pour l'OPH de ma ville, c'est 1 million de recettes en moins par an. Pour vous dire, on faisait un point, c'est plus aucun investissement. C'est même sur les travaux d'entretien, on ne saura plus faire. Et le directeur m'évoquait, ça se trouve, quand on a en plus, nous, une moyenne au niveau de nos bâtiments, une moyenne d'âge de 50 ans, obligé d'attendre qu'il y ait une casse, par exemple, au niveau d'une canalisation d'eau. Donc vraiment, il est urgent d'intervenir fortement quand on sait l'importance que ça a. Et alors, le président de la République ose nous dire qu'il y a des bailleurs sociaux très riches, qui nous disent lesquels. Lesquels, en tous les cas, au niveau de la Loire, sur les 17 bailleurs sociaux, l'incidence en termes d'investissement, c'est 70 à 100 millions d'euros d'investissement en moins. Donc c'est dramatique pour les entreprises, c'est dramatique pour les salariés. Et alors par contre, moi j'ai une idée, et je pense qu'au niveau de l'AMF aussi on peut monter. S'ils cherchent les plus riches, il y a un exemple sur l'impôt de solidarité sur la fortune, la réduction de 3 milliards d'euros par an, et bien qu'ils renoncent à cette mesure et qu'ils les donnent pour l'OPH, pour les collectivités. Merci beaucoup à l'AMF de monter là-dessus. Merci. Alors on revient de ce côté. Bonjour, Vanessa Miranville, maire de la commune de La Possession, 33 000 habitants à La Réunion. Comme tous ici, même si on est loin, on subit les mêmes conséquences, peut-être même un peu plus gravement en ce qui concerne les contrats aidés. On a 1/3 de nos effectifs sur l'île de la Réunion qui sont en contrat aidé et seulement 1/3 de fonctionnaires. Donc c'est une situation au niveau RH qui est extrêmement complexe à gérer. On a également un souci qui nous concerne tous, mais nous encore plus particulièrement les Outre-mer, c'est les questions d'éco-emballage, de Venus Citeo, qui soi-disant doit nous rembourser 80% de ce que coûte le traitement des déchets. On n'est qu'à 25% de remboursement, donc on est en train de payer pour des industriels qui devraient être beaucoup plus mis à contribution financièrement. Mais malgré tout, moi j'essaie toujours de rester positive, d'amener un petit peu de soleil de l'outre-mer et de dire l'audace. Moi j'ai entendu ce mot-là, je trouve que c'est un mot qui a beaucoup de sens. On a de l'intelligence dans les territoires, on a des spécificités, mais on connaît notre tissu, on connaît nos citoyens. On a, je prends quelques exemples, 3 exemples de la commune, des partenariats avec des start-up, avec des entreprises. Par exemple, sur la rénovation de l'éclairage public, 1,4 million d'euros d'investissement qui vont être mis pour rénover 1/3 de notre éclairage public, pour baisser les frais de fonctionnement de 70%. 70% en moins de dépenses de fonctionnement sur l'éclairage. De baisse de fonctionnement sur la dépense d'éclairage, financée entièrement. 0 € qui sort des bourses de la commune, parce qu'on a pu avoir un partenariat avec EDF, avec TEPCV, avec l'ADEME. Voilà, donc c'est un exemple. Une start-up nous a fait une expérimentation, qui est en cours, sur un territoire isolé qui s'appelle Mafat, qui n'est accessible qu'à pied en hélicoptère, sur une pile à hydrogène. C'est une première mondiale, et ça aussi, c'est un partenariat public-privé innovant. Et un dernier exemple, Ecoquartier, dont on veut faire la première Smart City de l'Outre-mer, où on a un partenariat avec une immobilière qui est composée de l'aménageur et de promoteurs privés, dans lequel chacun met la main à la poche et qui permet d'avoir un smart grid
qui va être accessible même aux personnes qui sont en logement social. Donc toute personne qui va habiter dans cet écoquartier va avoir son smart grid, quel que soit son niveau social. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. C'est clair que le plan de l'État, je vais faire une petite boutade, s'il marche tout seul et qu'il nous laisse derrière, il ne va pas y arriver. Il faut qu'il s'appuie sur nous, les collectivités territoriales, et je crois vraiment que l'innovation et l'audace qu'on a dans les territoires peut amener à beaucoup de belles choses et de belles réalisations pour l'avenir. Merci. Merci Madame Miranville. Voilà, message d'audace qui vient de la Réunion et de la commune de la Possession. C'est à vous, monsieur. Et puis maintenant, on va essayer peut-être de s'acheminer vers la conclusion de notre débat avec un point sur l'investissement. Mais vous avez la parole, allez-y. Oui, je serai rapide. Je me présente Daniel Barbaro. Je suis le maire d'une grande commune de 340 habitants dans les Pyrénées-Orientales. Donc on est riche de soleil. Nos finances, c'est comme tout le monde. Je ne vais pas revenir sur tous les sujets. Je vais juste donner une réponse à M. Darmanin qui parlait des contrats aidés. C'est du vécu. Dans un village comme le mien, c'est une personne qu'on a embauchée pour tenir une médiathèque, qui a fait très bien son boulot, qui nous permet, avec les nouvelles réglementations sur les cartes grises et autres, qui puisse aider les gens à faire leurs papiers, parce que c'est d'un village à 30 km de la plus grande ville. Donc les personnes âgées, pour faire une carte grise, pour faire un papier, tout ce qui est en ligne a besoin d'une aide. Bon, voilà. Pour dire que pour le village, ça a été utile. Maintenant, nous allons nous débrouiller pour financer un emploi stable. C'était notre but, mais on ne sera pas exemplaire en termes de fonctionnement, puisqu'on augmentera nos effectifs. Mais je voulais dire que surtout, c'est de l'humain. Monsieur Darmanin est quelqu'un de très cultivé. Moi, je ne suis pas allé à l'école, lui, oui. Donc, je ne vais pas lui donner de leçons de technocratie. Mais humainement, si vous voulez, je voulais lui dire, moi, j'ai été au RSI, pas au RSI, c'était le RMI à l'époque. Puis après, j'ai eu un emploi aidé qui m'a permis de me sortir un peu de la galère et derrière d'avoir un vrai emploi. Et la personne qui a été embauchée là dans la médiathèque, c'est pareil. Elle était sans emploi, avec aucune possibilité d'avoir un emploi dans le secteur. Elle a fait ses 2 ans. Maintenant, elle va avoir un vrai emploi. C'est de l'humain, c'est pas des chiffres. Voilà. Merci de ce témoignage. Voilà pour les meilleurs moments de cette table ronde sur le pacte financier qui avait lieu toute la matinée dans cet auditorium du Congrès des maires. Nous allons continuer à parler de ce sujet avec 4 maires qui m'ont rejoint sur ce plateau. Je vous les présente. Philippe Laurent, bonjour. Bonjour. On vous a vu dans cet extrait de table ronde. Vous êtes le maire de Sceaux, le secrétaire général de l'AMF et vous êtes le président de la commission finances et fiscalité locale de l'AMF. Merci d'être avec nous. Merci. Jacques Pélissard, bonjour. Vous êtes le maire Les Républicains de Lons-le-Saunier. Vous avez été très longtemps président de cette association des maires de France et vous êtes aujourd'hui président du conseil d'administration de l'agence France locale. Exactement. Laurent Hénard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Nancy, vous êtes également le président du Parti radical. Merci d'être avec nous. Et Antoine Homé, bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Wittenheim, une commune du Haut-Rhin. Et vous êtes le rapporteur de la commission finances et fiscalité locale de l'AMF. Avant de parler de ce sujet des finances locales qui va nous occuper, un petit mot sur ce qui s'est passé hier soir à l'Elysée. On attend bien sûr ici le discours du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui arrivera à 15h. Vous étiez à l'Elysée, vous, hier soir, Philippe Laurent. Comment s'est passée cette rencontre avec le chef de l'État ? J'ai fait un passage à l'Elysée, en effet. C'était une invitation un peu impromptue, puisque nous n'étions pas vraiment au courant, il y a encore 3 jours, que nous aurions cet honneur d'être reçus à l'Elysée. Donc il y avait des buffets extrêmement bien garnis. Mais je n'ai pas eu la chance de rencontrer le président de la République. Mais enfin, j'ai rencontré beaucoup d'amis. Jacques Pélissard, Philippe Laurent parle d'opération impromptue. Est-ce que ce n'est pas plutôt une opération déminage de la part du chef de l'État avant son discours ? C'est une opération de captation de sympathie, si vous voulez. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de ministres, on a pu rencontrer des interlocuteurs intéressants. L'ambiance était plutôt sympa. Donc un président de la République peut parfaitement inviter les maires, c'est même son devoir d'inviter les maires, et puis ensuite avoir vis-à-vis d'eux un discours constructif. Antoine Homé, vous aussi, vous étiez hier à l'Elysée. Est-ce que selon vous, cette opération de déminage, elle a réussi ? Moi, je suis passé quelques instants comme mes collègues parce que j'avais, comme beaucoup de maires, hier soir le dîner des maires de mon département et que je voulais y aller. Mais c'est vrai que je rejoins les appréciations qui ont été formulées par Jacques et Philippe, absolument.
Laurent Hénart, vous n'étiez pas à l'Elysée, mais néanmoins, dans quel état d'esprit vous attendez Emmanuel Macron qui sera là dans moins de 2 heures maintenant? Je pense dans un état d'esprit où il est au début de son quinquennat et il rencontre des maires qui, eux, sont à mi-mandat et qui ont déjà connu, sur la première moitié de leur mandat, des baisses massives de dotations, alors que le précédent président s'était engagé à les sanctuariser. Donc il y a un climat de confiance qui s'est considérablement dégradé entre l'État et les collectivités. Et il faut qu'il entende qu'il arrive à l'Élysée dans ce contexte. La confiance, elle est à renouer. Et après les épisodes de cet été, l'annonce sur les emplois aidés, les 5 € d'APL, je crois que c'est un travail qui va demander du temps. Donc je pense que le président, il faut déjà peut-être qu'il nous trace des perspectives sur plusieurs années, et puis une méthodologie qui fasse que le dialogue soit constant entre nos collectivités, les mairies, les intercommunalités, et puis l'État. Philippe Laurent, on entend les maires depuis mardi matin ici demander des réponses, une clarification de la part du chef de l'État. Qu'est-ce que vous attendez, vous, précisément, du discours d'Emmanuel Macron? Écoutez, nous avons dit à de nombreuses reprises, y compris dans le manifeste que l'Association des maires de France a publié à l'occasion des élections présidentielles, ce que nous attendions. Nous souhaitons d'abord un cadre stable, lisible et juste pour l'ensemble de nos finances locales. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous souhaitons des ressources propres sur lesquelles nous avons une capacité d'influence à la fois sur les bases et à la fois sur les taux. C'est de moins en moins le cas avec l'exonération partielle de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Nous souhaitons aussi, Laurent Hénart a employé le mot, nous souhaitons aussi qu'on nous fasse confiance. Nous avons depuis 4 ans subi des baisses de dotation importantes. Nous avons su faire face. Ça ne nous a pas fait plaisir et nous avons dû sacrifier un certain nombre d'ambitions, notamment en matière d'investissement. Mais nous avons fait face. Nous savons faire. Nous souhaitons qu'on nous fasse confiance. Et j'allais même dire davantage, paraphraser un ancien président de la République, nous souhaitons qu'on nous foute la paix. On a entendu ce matin Gérald Darmanin. Il est venu devant vous s'exprimer sur cette question des finances dont vous parlez, Philippe Laurent. Une question cruciale. Est-ce que Gérald Darmanin, le ministre, il vous a rassuré ce matin, Antoine Homé? Pas du tout, pas du tout. D'abord, et c'est dommage parce qu'on avait un débat de 3 heures. Il est venu et c'est bien, mais il n'a pas pu rester longtemps. Et je crois que beaucoup de nos collègues l'ont regretté parce que c'est quand même un moment important et on aurait besoin de débattre. Il a dû partir au Sénat pour le début de l'examen du budget. Bien sûr, mais en même temps, c'est un petit peu dommage. Une fois que j'ai dit ça, on a quand même l'impression que c'est un discours un peu lénifiant. Mais il n'en demeure pas moins que, notamment, l'affaire de la taxe d'habitation nous inquiète énormément. Chaque fois, dans l'histoire des finances locales, qu'il y a eu un dégrèvement, c'est-à-dire que l'État est devenu contribuable à la place du contribuable, il s'est transformé rapidement en exonération, il a été rogné. Songez d'ailleurs, même si ça va peut-être évoluer, que la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, qui est notamment importante pour les communes industrielles, souvent peuplées de gens aux revenus modestes, il était prévu qu'elle soit rognée dans le projet de loi de finances. Sur ce point, le ministre a annoncé que ça allait changer, nous verrons bien. Donc nous sommes à la fois inquiets, mais en même temps vigilants et combatifs. Nous nous battrons autant qu'il faudra pour que justice soit rendue, eh bien, je dirais, à nos collectivités, tout simplement parce que nous sommes au service des habitants. On va écouter un petit peu plus tard, on va revenir sur cette réforme de la taxe d'habitation et sur ce que vous a annoncé ce matin Gérald Darmanin. Antoine Homé le disait à l'instant, Gérald Darmanin, il n'est pas resté tout au long de ce débat. Laurent Hénart, est-ce que c'est le signe pour vous que le gouvernement, que l'État ne vous entend pas? Les problèmes ne vont pas se résoudre par 3 heures de débat à la porte de Versailles. Enfin, il faut être sérieux. Le ministre a un agenda parlementaire. On pourrait aussi lui reprocher de ne pas être présent à la Chambre qui représente les collectivités, qui est le Sénat. Donc moi, je pense que l'essentiel, c'est d'entendre le point de vue de l'AMF autour de 2 idées simples. La première, c'est qu'on souhaite rappeler simplement qu'on est responsable par le scrutin. Cette responsabilité, elle nécessite qu'on ait les moyens de réaliser nos objectifs politiques, ce qu'on appelle la libre administration. Et ça passe par une autonomie financière et des recettes qui ne sont pas dépendantes de l'État, mais sur lesquelles nous pouvons avoir la main. Est-ce qu'aujourd'hui vous l'avez encore la main avec les mesures qui sont annoncées? En tout cas, avec la réforme de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, effectivement, il y a un sujet qui arrive. Et c'est un sujet sur lequel il faut qu'on aille plus loin
que simplement passer de 50% à 80% des contribuables qui ne la payeront pas. Puis un deuxième sujet qui est important, c'est les rapports entre l'État et les mairies. Moi, j'ai vécu la baisse de dotation. Je constate qu'on passe d'une logique de baisse de dotation aveugle à une volonté de contrat. Et moi, je m'en réjouis. Voilà, sincèrement, je m'en réjouis. Après, il faut que le cadre contractuel soit clair. Il ne faut pas demander plus d'efforts aux collectivités que ce que l'État s'impose à lui-même. Ça a été le cas les 4 dernières années. Ça ne peut pas être le cas pour l'avenir. Et puis, il faut protéger l'investissement quand même. Je comprends les contraintes de désendettement de l'État, mais c'est sa dette qui fait la dette publique très largement. Nous avons des investissements à porter qui concernent la qualité de vie des gens au quotidien. Et donc, il faut aussi que dans la contractualisation, il reste une capacité d'investissement. C'est d'ailleurs ce que le président dit quand il parle d'innover, de préparer l'avenir, d'investir au bénéfice de l'emploi. Donc, à un moment donné, on attend des évolutions dans le cadre contractuel qui est proposé, qui permettent d'abord d'avoir une maîtrise de dépenses de fonctionnement raisonnable, pas plus que l'État, mais qui laisse de la marge à des investissements locaux. 70% de l'investissement public, c'est les collectivités locales, et notamment les communes et leurs groupements, qui le portent. Et il ne faudrait pas avoir un coup d'arrêt de croissance comme on l'a eu avec la baisse des dotations. Philippe Laurent, Laurent Hénart le disait, Emmanuel Macron et Édouard Philippe vous demandent de limiter la hausse de vos dépenses. Il n'y aura pas de baisse de dotation cette année. Est-ce que, comme Laurent Hénart, vous vous en réjouissez? Qu'il n'y ait pas de baisse de dotation, oui, naturellement. Mais je ne me réjouis pas, et l'AMF ne se réjouit pas du tout, que dans le projet de loi de programmation des finances publiques, nous soyons contraints par une norme de progression des dépenses de 1,2% pendant 5 ans. 1,2% par an pendant 5 ans. Alors même que l'inflation annoncée dans le même projet de loi est de 1,75% en 2021-2022. Enfin tout de même. Et nous ne nous réjouissons pas non plus de voir que on veut nous imposer une norme qui va conduire en fait à une réduction de l'endettement des collectivités territoriales et notamment des communes qui ne représentent aujourd'hui que 5% de la dette publique. Alors le contrat, oui, mais un contrat qui est librement négocié, pas un contrat dont la plupart des termes sont déjà inscrits dans la loi. Ça ne veut rien dire, c'est un contrat léonin. Pour vous aussi, c'est aussi le terme qu'emploie André Léniel, ce terme de contrat léonin. Oui, on l'a trouvé tous les deux ensemble en réfléchissant. On note. Jacques Pélissard, vous partagez. André Léniel utilise ce terme de contrat léonin depuis des années. Ceci étant, la problématique principale, c'est celle, à mon sens, de l'investissement. Quand il y a eu la baisse des dotations d'État, 11 milliards en 4 ans, nous avons dit que ça va peser durablement sur les investissements. Et effectivement, l'investissement a chuté de 30%. Et c'est important parce que les investissements sont essentiellement ceux des collectivités territoriales. L'État, en dehors de la zone militaire, n'investit quasiment plus. Donc, une baisse de l'investissement, c'est une baisse de la croissance française. Moins 30%, c'est moins 0,6 points de croissance du PIB. Et avec ces mesures, votre investissement, il sera impacté fortement? Il a été impacté, il va être impacté. Parce que nous cantonner à 1,2%, inflation comprise, de progression des dépenses de fonctionnement, ça va forcément avoir une incidence encore sur l'investissement. Alors on va parler d'une réforme qui ne vous fait pas du tout plaisir, c'est celle de la réforme de la taxe d'habitation. Le gouvernement qui va exonérer 80% des Français de cette taxe d'habitation. Est-ce que Laurent Hénart, vous craignez que cette taxe d'habitation, elle ne soit pas compensée? Donc, aujourd'hui, la loi de finances prévoit un dégrèvement, on ne va pas faire de procès d'intention au gouvernement. Je pense que, d'ailleurs, l'essentiel, c'est la tendance que ça enclenche. C'est-à-dire, ça enclenche une tendance où, de moins en moins, le budget de la collectivité locale, et notamment de la commune et de ses groupements, va être financé par l'impôt, et de plus en plus par des dotations ou des dégrèvements, c'est-à-dire quand même des ressources d'État que l'État, chaque année, peut faire évoluer. Et je pense que ça nous retire la capacité à avoir des idées à moyen et long terme. Ça nous empêche d'avoir des politiques publiques qui soient cohérentes, qui s'inscrivent dans le temps. Et puis deuxièmement, ça empêche d'être finalement responsable. On va devenir de simples opérateurs de l'État, alors qu'il y a des élections au suffrage universel direct des communes, des départements et des régions. Normalement, si on rend compte, on doit avoir les moyens d'agir avant de rendre compte. Et donc il faut qu'il y ait une réforme de la fiscalité locale qui permette de retrouver des impôts communaux. Alors ça peut être le fait de récupérer l'ensemble du foncier bâti, qui aujourd'hui est partagé entre plusieurs collectivités. Ça aurait le mérite de la clarté. Et puis, il faut sûrement imaginer, dans ce cas-là, transformer cette taxe d'habitation en une contribution résidentielle, qui d'ailleurs peut-être sera plus moderne. On n'arrête pas d'évoquer la mise à jour des valeurs locatives qui n'a jamais été faite
depuis plus de 40 ans. Peut-être c'est l'occasion de sortir de ces marronniers et d'avoir une fiscalité moderne. Mais je pense que s'il n'y a pas de réforme de fiscalité locale, effectivement, il y a une menace sur la libre administration. Édouard Philippe a ouvert la porte à cette réforme de la fiscalité locale mardi, oui, lorsqu'il est venu, Antoine Homé. Oui, mais je voulais d'abord revenir sur un point. On dit qu'il n'y a pas de baisse de DGF. Mais si, la DGF ne baisse pas, mais la dotation globale de fonctionnement, l'ensemble des dotations, ça baisse. Par exemple, les agences de bassin, la politique de l'eau, de l'assainissement, c'est important, moins 400 millions. Le Centre national de développement du sport, moins 150 millions, etc., etc., moins 450 millions pour les régions. En fait, c'est assez subtil. On dit on ne touche pas la DGF, mais en fait, on touche à toute une série d'autres dotations ou ressources qui nous impactent. Donc ça, je voulais quand même le dire, c'est plus de 2 milliards qui vont être prélevés en réalité, directement ou indirectement. Sur la taxe d'habitation, alors il y a plusieurs problèmes qui se posent. Là, c'est un impôt injuste. Mais est-ce que c'est bien de rompre le lien social entre le concitoyen et sa ville? Certainement pas. Le lien fiscal, tout du moins. Le lien fiscal, et il ne faut jamais oublier que les impôts locaux sont aussi une partie du contrat social, car ils permettent de financer les services publics locaux dont nos habitants sont très demandeurs. Et puis surtout, ça veut dire que dans des communes dans lesquelles le revenu par habitant est très élevé, il restera 70-80% de contribuables. Et donc ces maires-là, peut-être, ils garderont un pouvoir de taux. Mais dans une commune comme la mienne, Wittenheim, à côté de Mulhouse, j'ai 83% des habitants qui ne paieront plus rien. Chaque fois, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un dégrèvement, ah oui, la première année, bien sûr. Et puis ensuite, vu les difficultés budgétaires, ça se transforme en exonération et c'est rogné. Je vous ai parlé de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, c'est tous les gouvernements. En 2000, il y avait une part de l'ATH qui était régionale. Elle a été dégrévée, puis elle a été exonérée, puis elle a été progressivement supprimée. Voilà pourquoi nous sommes extrêmement inquiets par rapport à cela. Alors, vous résumez, puis vous en aviez parlé tout à l'heure, une crainte qui a été exprimée ce matin dans la salle plénière par les élus, que cette réforme de la taxe d'habitation ne se passe de la même manière que s'est passée celle de la réforme professionnelle. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'a répondu Gérald Darmanin. Ce qui nous inquiète, mes chers collègues, c'est que nous savons, et ça n'est pas le fait de ce gouvernement, c'est le fait de tous les gouvernements, nous savons qu'un impôt remplacé par un dégrèvement, le dégrèvement devient ensuite compensation, qui devient dotation et qui est ensuite réduit. C'est ça, et c'est ça que l'histoire nous apprend. Antoine va le dire dans un instant concernant, par exemple, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Il était juré que ça ne bougerait pas, que ce serait gelé. En plus, cette dotation va plutôt aux communes défavorisées. Eh bien, depuis 2 ans, cette dotation, elle est remise en question et elle va diminuer en 2018 à nouveau de près de 20%. La DCRTP, c'était une bêtise. Et moi, je mets la main en battant ma coulpe, parce que je suis le ministre des Comptes publics. Il n'est pas normal de faire une variable d'ajustement sur la DCRTP qui touche les territoires industriels les plus pauvres. Et j'ai pris l'engagement devant la représentation nationale de revenir en deuxième lecture sur ce sujet. Mais il est évident qu'à Dunkerque, territoire que je connais bien, faire baisser 15 ou 20 millions de DCRTP pour financer une autre politique, ce n'est pas quelque chose d'intelligent. Donc j'ai pris l'engagement qu'en deuxième lecture, nous reviendrons sur cette variable d'ajustement, parce qu'elle me paraît pas intelligente et contraire à la parole qui a été donnée par l'État. Philippe Laurent, le ministre vous a répondu ce matin, il a reconnu une erreur. Vous êtes satisfait, on imagine? Oui, enfin en partie. Sauf que la première réaction de l'administration, en tout cas, alors faisons crédit au ministre qui ne l'avait pas vu, mais bon, mais l'administration, elle a bien proposé la baisse de la dotation de compensation. Donc vous voyez, l'année même où on annonce Urbi et Orbi qu'on va compenser la diminution de la taxe d'habitation. Donc voyez bien, c'est pas une question de gouvernement, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à long terme en la parole de l'État. C'est un problème du pays, c'est pas un problème de nous, parce que ça n'est pas vrai que pour les collectivités territoriales. Et puis par ailleurs, il n'a pas dit, vous savez, cette affaire, c'est une affaire à plus de 300 millions, hein, c'est pas rien du tout. Hein. Il n'a pas dit par quoi il remplaçait. Est-ce que ce sont les autres collectivités territoriales qui vont donc payer, auquel cas ça n'amène rien? Ou est-ce que l'État lui-même va ajouter à la dotation, enfin aux dotations globales, cette somme pour ne pas diminuer la DCRTP des communes qui
effectivement, sont des communes en général à une situation financière assez fragile. Donc la réponse, elle n'est pas complète. Vous voyez, nous, on s'intéresse aussi à l'équilibre budgétaire de l'État. Peut-être qu'il laissera Emmanuel Macron répondre cet après-midi. Jacques Pélissard, vous attendez des clarifications, des explications du chef de l'État sur ce point? Moi, j'attends, si vous voulez, que la question de la taxe d'habitation soit vraiment réglée. C'est important, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan du lien nécessaire entre les élus, telle et telle municipalité, et la population. S'il n'y a plus de lien fiscal, il y a une déresponsabilisation des citoyens qui vont demander tout et n'importe quoi. S'il n'y a plus de lien fiscal, il n'y a plus de contrôle de la population sur la qualité de gestion par les élus. Est-ce qu'on endette la collectivité un peu plus? Est-ce qu'on investit? Tout ça, c'est commandé par le lien fiscal, par l'attention qui est portée par les citoyens, donc à l'impôt. C'est l'impôt qui est le lien essentiel entre la collectivité et ses habitants. Donc il faut conserver un lien. Par contre, qu'il faille rénover la fiscalité locale, c'est bien évident. La question des bases est ancienne et totalement obsolète. Au niveau de la lisibilité d'une commune à l'autre, il y a aussi des difficultés. Donc on remet à zéro, à plat, la fiscalité locale, c'est une nécessité, mais conservons partout un lien fiscal entre la population et les élus. Gérard Larcher, le président du Sénat, demandait hier devant vous le report d'1 an de cette réforme de la taxe d'habitation. C'est la bonne solution? De toute façon, c'est vrai que le président de la République avait annoncé la couleur, on l'avait reçu, il l'avait dit. Dès l'époque, nous considérions que c'était une mauvaise réponse à un vrai problème. On parle de report. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et Philippe l'a évoqué, les valeurs locatives, elles doivent être révisées. C'est pas parce qu'on ne l'a pas fait depuis longtemps qu'il faut maintenant s'arrêter. Ça a été fait pour les valeurs des locaux professionnels. Et ça va d'ailleurs entrer en vigueur. Donc nous demandons que l'on accélère ce chantier. Et si on gagnait du temps, à supposer que cette proposition du président du Sénat soit retenue, ça permettrait de travailler à une nouvelle fiscalité locale, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. J'allais dire, ce qui se passe, le débat qu'on a, nous impose de rénover la fiscalité locale, de trouver peut-être un autre instrument fiscal, et Jacques a raison, de garder ce lien fiscal et social, finalement, entre les habitants et leurs communes, qui passe aussi par le consentement à l'impôt, qui est important. Laurent Hénard, un dernier mot sur cette question de la taxe d'habitation. Oui, d'abord, je pense qu'il faut qu'on ne donne pas l'impression de vouloir refaire le match. On ne peut pas reprocher au président de la République de tenir un engagement qu'il a pris pendant la campagne. Et on a tous suffisamment ouvert le débat sur cette affaire de taxe d'habitation en soulignant ce qu'on est en train de dire aujourd'hui pour estimer que sur le plan démocratique, il est purgé, si je puis dire. Il faut se projeter vers l'avenir. Il y a le court terme. Et la mise à jour des bases est fondamentale. C'est pas parce qu'on n'a pas eu le courage de le faire pendant 40 ans qu'il faut complètement s'en abstenir. Puis un deuxième sujet qui est d'aller vers une nouvelle fiscalité locale. Moi, je voudrais juste faire passer une idée, c'est dont les collectivités maîtrisent le taux. Parce qu'on voit bien qu'à Bercy, il y a un peu deux idées qui se concurrencent. La fiscalité locale, je dirais, à la française, où l'autorité locale vote le taux. Et puis la fiscalité locale un peu à l'allemande, où en fait c'est une partie de fiscalité nationale qui est ventilée dans les collectivités. On nous parle d'une part d'IS, d'une part de TVA, d'une part de CSG, ce qui veut dire que là par contre on se retrouverait dans une position de sous-traitant de politique publique, puisqu'on n'aurait pas nous la capacité à avoir vraiment une politique fiscale locale. Philippe Laurent. Oui, sur la question de la taxe d'habitation, l'engagement du président de la République, c'était effectivement de la supprimer pour 80% pendant le mandat. Et nous ne sommes pas loin d'ailleurs, peut-être, d'une idée qu'a émise par Gérard Larcher, parce que Édouard Philippe, dans son discours de politique générale, en mois de juillet, avait lui-même évoqué l'idée que cette réforme ne démarre qu'en 2019 pour justement nous donner le temps ensemble de réfléchir, parce qu'on a des idées, on peut tout à fait, qui vont dans le sens de ce que disait tout à l'heure Laurent Hénard d'ailleurs, réfléchir ensemble à une nouvelle fiscalité locale. Parce que c'est tout à fait différent de dire, eh bien écoutez, on va faire supprimer progressivement un impôt, on va le remplacer par un autre impôt qui sera jugé collectivement comme plus juste, plus adapté, etc., que de dire on en supprime un, puis on verra après, on discutera après. Et là, il faut respecter ses engagements, c'est vrai, mais il ne faut pas être obstiné.
Il y avait une autre inquiétude, alors c'est un sujet un petit peu plus technique, c'est ce qu'on appelle le ratio de désendettement, c'est-à-dire la capacité de scruter le désendettement des collectivités. Gérald Darmanin, ce matin, il vous a dit qu'il n'y aura pas de contrainte sur ce ratio. Est-ce que ça vous a rassuré, Antoine Homé? Alors pas du tout. D'abord, d'ores et déjà, c'est vrai que lorsqu'il y a des endettements importants, les préfets peuvent intervenir, mais au-delà de ça, dans la loi de programmation des finances publiques, il est bien envisagé des mécanismes qui passent par les chambres régionales des comptes et les préfets. Si vous voulez, bien entendu qu'il faut bien gérer, mais un ratio comme ça, qui compare, sans l'analyser, un autofinancement exécuté, brut, et une dette, ça ne veut rien dire si on ne tient pas compte des ressources d'une part, et d'autre part du périmètre du budget. Si vous avez une ville qui met toutes ses dépenses et toutes ses recettes dans le budget, peut-être qu'elle aura un taux facialement très élevé. Si une autre ville a une société d'économie mixte, des syndicats de gestion, elle logera tout à fait toute une partie de la dépense en dehors de ses comptes. Et donc nous, ce que nous trouvons, c'est que tous ces ratios de dépenses de fonctionnement, tous ces ratios de règles d'or renforcées, ils ne rendent pas compte de la réalité de la gestion. Et j'allais dire, ils empiètent même sur notre autonomie, sur notre liberté de gestion. Si une collectivité ne gère pas bien, croyez bien que les banquiers savent le voir. Et ce contrôle, d'une certaine façon, il existe déjà par la capacité d'emprunt et que nous avons notamment les relations avec la sphère financière. Philippe Laurent, c'est ce que demande l'AMF sur ce sujet du parc financier. Il demande au gouvernement, à l'État, de ne pas seulement tenir compte des dépenses de fonctionnement, mais aussi de prendre en compte les recettes des communes. Écoutez, pour tout vous dire, moi, il y a des choses que je ne comprends pas très bien. Lorsque Gérald Darmanin nous dit, de toute façon, on met quelque chose dans la loi, mais c'est pas contraignant, ça ne sert à rien, c'est pas la peine de le mettre. Qu'on en discute dans les ratios de bonne gestion, avec la Cour des comptes, avec la DGFiP, pourquoi pas. Mais si c'est pas contraignant, pourquoi donc aller mettre ça dans la loi? Enfin, je vous pose la question, à quoi ça sert la loi? Ça sert à contraindre, pour la bonne cause, naturellement. Mais là, ça ne sert à rien. La loi, ce n'est pas un manuel de gestion des finances publiques. Donc nous, notre demande, elle est claire, c'est de supprimer cette disposition, comme la disposition sur les 1,2%. Laurent Hénart, sur ce sujet. Je vois que la simplification législative est à l'œuvre. Supprimant tous les articles. Bon. Moi, je voudrais sur l'investissement simplement faire valoir une chose, c'est que l'investissement des collectivités locales, il est vraiment indispensable au développement des territoires. Et ça crée une dette que je qualifierais de saine. Voilà. La collectivité locale, elle n'emprunte pas pour payer les fins de mois de ses agents. Elle emprunte pour une ligne de transport en commun, de tramway, cofinancer un hôpital, bâtir un écoquartier, développer ses écoles, cofinancer un campus universitaire avec l'État et les autres collectivités. Donc ça me paraît fondamental de ne pas avoir cette contrainte de désendettement. Je comprends que l'État ne soit pas sûr de réduire son déficit assez vite pour se désendetter assez vite. Mais nous n'avons pas à être la variable d'ajustement des doutes qu'a l'État sur sa stratégie budgétaire. D'autant plus que si on veut la croissance et l'emploi dans les années qui viennent, ça passera forcément par le moteur de l'investissement local. Jacques Pélissard, il nous reste une minute. Oui, l'État n'a pas à mettre une norme nouvelle de capacité de désendettement. Les banques existent, l'Agence France locale existe, elle note avec une parité complète en fonction de la population, elle note les collectivités locales pour leur prêter. C'est ça le vrai jeu du marché bancaire qui est donc aujourd'hui plus ouvert grâce à une agence publique de financement d'investissement des collectivités locales et qui assume donc une prestation au profit des communes. Ce n'est pas l'État qui doit réglementer l'investissement des collectivités. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous pour ce débat. On verra ce que vous répond le président de la République, Emmanuel Macron. Un petit mot juste pour finir avec vous, Jacques Pélissard, en tant qu'ancien président de l'AMF. François Baron a demandé cet après-midi un accueil républicain pour le chef de l'État. Vous êtes ancien président de l'AMF. Il est difficile de contrôler une salle remplie de maires en colère? Les maires sont des hommes et des femmes responsables et respectueux des institutions de notre pays. Moi, je l'ai dit quand nous avons accueilli Nicolas Sarkozy, François Fillon comme Premier ministre. Je le redis aussi ce soir pour l'accueil d'Emmanuel Macron. On suivra tout ça, bien sûr, en direct sur notre antenne. Ce discours d'Emmanuel Macron qui aura lieu aux alentours de 16h15. On se retrouve donc pour en parler à partir de 16h. Merci à tous et à tout à l'heure.
Public Sénat et l'AMF, avec le soutien d'EDF, inventons ensemble votre avenir énergétique et la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous ont présenté le 100